Salut Florian, Salut Sébastien. j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment très très content de pouvoir partager un instant avec toi parce que tu es un des ambassadeurs de choix pour la mise à la terre, pour le earthing, pour parler de cette pratique parce que tu pratiques ça depuis pas mal de temps déjà et d'une façon la plus naturelle, c'est-à-dire marcher pieds nus à même le sol. Ça, c'est une de tes spécialités peut-être, en tout cas des choses sur lesquelles tu es très connu. Je vais te laisser te présenter et puis après on va discuter un petit peu de earthing, de mise à la terre. Ça marche. Bah, déjà, merci pour l'invitation, Seb. J'apprécie tes produits que j'utilise, on va en parler tout à l'heure. Et puis voilà, je trouve que tout ce qui est mis à la terre, ça fait partie de ce qu'on appelle les low-tech. Et pour moi, c'est quelque chose que je trouve génial. Et donc, j'ai envie d'en parler. Et donc, c'est ce qu'on va faire ce soir ensemble. Donc, au départ, j'ai découvert la mise à la terre suite à des problèmes de dos. C'est-à-dire que je souffrais d'une sciatique qui a duré pendant au moins 2 ans, qui était assez carabinée, qui m'empêchait de courir, hein. J'ai été obligé d'arrêter la course à pied à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années maintenant. Et je me souviens avoir arrêté pendant 6 mois, et puis à la reprise, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être passé. Et j'ai à peine fait un footing de quelques kilomètres qu'après j'ai eu très mal dans toute la jambe pendant plusieurs jours. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je fais une croix sur la course à pied. Et c'est au moment où je me suis dit, tiens, je fais une croix sur la course à pied, au moment où je lâche prise finalement, Ouais. qu'il y a un ami qui me présente un livre très connu qui s'appelle Born to Run, donc Né pour courir de Christopher McDougall. Et c'est un livre où bah, l'auteur, qui est journaliste, il a des problèmes similaires aux miens, c'est-à-dire que quand il court, il a mal au dos. Et, sauf que lui, c'est depuis toujours. Et donc, il mène une enquête pour comprendre pourquoi, parce qu'il a envie de pratiquer ce sport. Et cette enquête bah, l'amène à aller dans les canyons mexicains où vivent un peuple qui s'appelle les Tarahumara, Ouais. dont la culture tourne autour de la course à pied. Et ces gens-là donc passent une bonne partie de leur journée à courir et à la différence des Occidentaux, bah, en fait ils n'ont pas de problème de blessure à répétition comme nous on a, que ce soit tendinite, déchirure musculaire, sciatique ou autre. Et donc il essaye de comprendre ce qui se passe et la conclusion de cette enquête, qui l'emmène aussi à Harvard voir un spécialiste d'anthropologie évolutive qui s'appelle Daniel Lieberman. Sa conclusion, c'est qu'en fait, les amortis des chaussures que l'on utilise pour courir déforment notre foulée naturelle. Et de fil en aiguille, à force de répétition et de répétition, eh bien, ça entraîne une mauvaise posture qui entraîne des problèmes potentiellement de dos, de sciatique et autres. Et à l'époque, j'avais pas le choix. C'était soit je courais pieds nus, soit bah, je courais plus du tout. Sinon, bah, D'accord. si j'avais été entre deux ou si j'avais pas été blessé, je me serais dit, ouais, bah, c'est peut-être une théorie intéressante, mais du moment qu'on a le choix, c'est beaucoup plus difficile de changer. C'est vrai. Et donc, je me suis mis à courir pieds nus depuis la lecture de ce livre-là. Et bah, depuis, je n'ai plus jamais eu de sciatique. Donc ça s'explique de plusieurs manières. D'ailleurs, à tel point que quand je dis que j'ai plus de sciatique, ça allait même au-delà. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant de connaître les blessures à répétition, quand je m'entraînais avec des chaussures, je pouvais m'entraîner maximum 3 fois par semaine. Au-delà, je me blessais. Et sur des courtes distances, hein, 10-15 km. D'accord. Et en changeant cette manière de courir et en changeant d'autres choses qu'on va voir aussi en parallèle, eh bien, ça m'a permis en 2020 de traverser toute l'Europe en courant un marathon par jour pieds nus. Et ça, jamais j'aurais été capable de le faire avec des chaussures parce que je sais par expérience que je me serais blessé bien avant d'arriver à la fin. Donc c'est pas juste que la course à pied m'a pieds nus m'a permis de dépasser ma blessure, c'est que ça m'a carrément permis de dépasser ce qu'il était possible pour moi de faire auparavant. Et ça s'explique de plusieurs manières. C'est d'une part, en courant pieds nus, on est obligé de bien poser son pied par terre parce que la douleur nous enseigne à bien poser le pied au sol. Ensuite, il y a ça c'est ce que j'ai appris par la suite, il y a les effets anti-inflammatoires de la mise à la terre, ça c'est ta spécialité. C'est ça. Et puis, en parallèle, ce que j'ai mené comme changement aussi, c'est des changements d'hygiène de vie, notamment alimentaire, avec l'alimentation vivante, la pratique du jeûne aussi régulier,
qui fait que tout ça mis en place sur la même période, ça m'a vraiment permis en quelques semaines de ne plus entendre jamais parler d'une sciatique, quoi. Voilà un petit peu pour me présenter. Quel témoignage, oui, oui, c'est vraiment l'accumulation de bonnes pratiques qui amène à un résultat, très probant. Moi, je le vois au quotidien, c'est parce qu'on met plusieurs choses en place que ça fonctionne et il n'y a pas un seul pilier qui va permettre de, rétablir l'équilibre de la maison. C'est vraiment plusieurs piliers qui vont pouvoir, améliorer tout ça et donc sur le fait d'être pieds nus, c'est vrai qu'il y a ce contact avec la terre, mais on parle beaucoup de posturologie finalement, la préhension du pied, sur la surface du sol qui est très importante. Et puis, ça permet d'être peut-être plus alerte sur sa course, plus alerte avec son corps. En tout cas, moi qui recommence à pratiquer un petit peu plus le fait d'être pieds nus et sur des, plus que sur de l'herbe, mais sur des chemins un peu plus rocailleux ou en forêt, voilà, il y a une différence réelle, perceptible dans l'ensemble du corps et c'est assez intéressant à vivre en tout cas. Oui, moi, ce qui m'a. Au début, je faisais ça parce que je n'avais pas le choix, mais après, c'est devenu un jeu. C'est-à-dire qu'on se Mm. reconnecte aussi à son enfant intérieur par là, C'est qui. ça. Bah, forcément, ça reconnecte à l'enfance, parce que les dernières fois où on a été pieds nus, c'était à ce moment-là, la plupart du temps. C'est vrai. Et puis ensuite, oui, moi qui aime bien les défis, il y avait ce côté, tiens, je vais faire quelque chose de marrant, je trouve, quelque chose qui va m'endurcir, parce que je me, au début, je m'étais jamais posé la question, mais en me remettant pieds nus, j'ai vu à quel point mes pieds étaient sensibles. En fait, je me suis dit, je suis comme un handicapé, c'est-à-dire qu'au final, j'ai 30 ans et j'ai encore pas appris à marcher. Parce que la manière que j'ai de marcher ou de courir, c'est en posant le talon sur le sol en premier, qui n'est pas du tout la bonne manière de faire. Et donc, en fait, je ne sais pas marcher. Et donc, je disais avec humour qu'à 30 ans, j'apprenais à marcher pour la première fois de ma vie, finalement. Ouais. Et puis après, quand on va sur des surfaces qui sont douces pour les pieds, comme la terre, comme l'herbe, ou après quand le pied s'endurcit et puis que ça fait plus très, ça fait plus vraiment mal d'être sur des cailloux, et bien là, il y a une sorte de sensualité, je trouve, à caresser le sol naturellement. Et ça me donnait vraiment l'impression de découvrir un nouveau sens. Parce qu'on découvre des textures, on découvre des températures différentes. Par exemple, des fois, on peut marcher dans une ville sur un trottoir qui est à l'ombre, et puis on marche dessus, le sol est chaud, et on se dit, ah bah tiens, il n'y a pas si longtemps que ça que le soleil est passé derrière l'immeuble parce que c'est encore chaud. Euh, ou sur un sol qui est humide, etc., dans la boue. Et donc, en fait, il y a plein de textures comme ça. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir un nouveau sens, comme si, en fait, j'avais vécu toute ma vie avec un bandeau sur les yeux et que tout d'un coup, on enlevait ce bandeau-là. Et quand on goûte à ça, bon, on n'a pas envie de revenir en arrière, quoi. Alors moi, j'ai affaire à deux choses en général quand je parle de marcher pieds nus. La première, c'est ah mais c'est sale, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Ah mais c'est sale. Et ah j'ai peur de me couper ou de marcher sur un insecte qui va me piquer. C'est vraiment les deux grosses peurs, les deux gros freins à se remettre à marcher pieds nus. Est-ce que toi, tu as des conseils ou tu as des astuces? Alors ça, je l'entends très souvent aussi. Alors, euh, il y a un mécanisme qui se met en place par rapport à ça, c'est que quand on est enfant, on est conditionné par nos parents, par la société, par le système éducatif, etc. Et je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais les enfants, naturellement, ils aiment être pieds nus. Enfin, la majorité des enfants. Et donc, il y a un conditionnement de la part des parents, de tous ceux qui s'occupent des enfants, pour leur dire de mettre ses chaussures parce que c'est dangereux, parce que c'est sale. Et donc, en fait, quand on n'a pas conscientisé les programmes qu'on a mis dans nos têtes, ou qu'on s'est laissé mettre dans nos têtes, ben, en fait, on les répète comme des perroquets. Donc, en fait, ces personnes-là, c'est juste qu'elles ont intégré des choses qu'on leur a répétées et à leur tour, elles répètent. Et donc, après, est-ce que c'est sale? Bah, effectivement, si on est en ville avec la pollution, effectivement, c'est sale. Mais en même temps, l'air qu'on respire, il est pollué aussi en ville, et donc l'air, il est sale. Et à la limite, bon, bah, d'avoir les pieds noirs, moi, ça me dérange pas plus que ça, parce que je rentre et puis je me nettoie les pieds, tout Bah oui, simplement. oui. Ouais. Donc, ça m'intoxique pas, hein. Et puis la terre, par contre, c'est pas du tout sale. Et ça aussi, c'est un des programmes de l'enfance où on nous a inculqué que la terre c'était sale. Non, la terre c'est la vie, c'est ce qui permet aux arbres de pousser et de produire des fruits qui nous nourrissent et un air respirable pour la planète aussi.
Et puis le fait que ça soit dangereux, bah, c'est la même chose. C'est des programmes qu'on nous a mis. C'était comme ça que nos parents justifiaient le fait qu'on avait besoin de mettre des chaussures. Oui, c'est vrai. Et moi, souvent, ce que je dis, c'est, par exemple, euh, ça arrive à tout le monde de se couper un doigt. Ouais, Que ça soit avec une feuille de papier tout simplement, avec un couteau, ou de s'écraser un doigt en faisant des travaux, etc. Ça, c'est arrivé à tout le monde. Est-ce que pour autant on porte des gants en permanence? Ben non. c'est vrai. On porte des gants quand on fait des travaux dangereux, quand il fait trop froid. Mais en fait, pour les petits, ça devrait être la même chose. On devrait porter des chaussures quand il fait trop froid, ou quand on est sur des surfaces vraiment douloureuses, ou quand on fait un déménagement ou des travaux un petit peu délicats. Ouais, Mais en fait, on devrait toujours utiliser la technologie avec conscience. c'est vrai. C'est cette célèbre phrase, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La technologie, elle n'est ni bonne ni mauvaise, tout dépend de ce qu'on en fait. Et si on nous Exactement. présente un outil et qu'on l'utilise sans réfléchir, bah c'est là où on se blesse. Exactement. Alors là, je suis 100% d'accord. C'est ce que j'explique tous les jours avec les appareils électriques et les ondes. Donc, à l'instar du couteau, c'est une technologie, c'est un outil. On peut en faire de très belles choses, mais on peut aussi se blesser. Il faut juste apprendre à s'en servir pour que ce soit le plus bénéfique pour soi. Ouais. Moi, j'aime bien les téléphones, par exemple. Ça m'empêche pas d'être pieds nus quasiment toute l'année. Et ça arrive qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui voient là une contradiction. Pour moi, il n'y en a aucune. J'utilise la technologie quand elle me sert. Et quand elle ne me sert pas, bah, j'utilise pas. Et les chaussures, bah, ça ne me sert pas souvent, quoi. Donc, je les mets pas souvent. Tout simplement. C'est vrai. Non, mais c'est une belle façon de voir les choses. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, c'est vraiment passionnant ta façon de voir parce que moi, c'est ce que j'exprime et en même temps, je suis pas un aficionados de la marche pieds nus. Moi aussi, j'ai des pieds qui sont un peu des pieds tendres. Moi, je me mettais beaucoup pieds nus. Alors, je travaillais en maraîchage bio pendant plus d'une dizaine d'années et l'été, c'était un vrai plaisir de pouvoir jardiner les pieds nus dans la terre. C'est toujours assez agréable et surtout la sensation quand il y a de la bouffe, c'est vrai qu'on retrouve ce côté d'enfance et le fait de se connecter à la terre. Moi, j'avais pas cette connaissance non plus physiologique et du contact bioélectromagnétique, mais ça me paraissait sensé et normal. Ça m'a toujours paru sensé et normal d'être le plus proche de la terre. J'ai désherbé avec des gants. J'ai jamais, voilà, j'étais toujours au plus proche de ça. Et c'est vrai que comme les enfants, il y a des choses qui nous sont innées et c'est vrai que le fait de se dire c'est des programmes, en tout cas moi c'est une belle façon de voir les choses et je vais certainement m'en resservir pour ouvrir la petite lumière aux gens, leur dire non mais ça c'est des choses qu'on nous a appris, attention, ne restons pas dans nos programmes parce que oui effectivement moi je me mets de plus en plus pieds nus partout où je peux en tout cas et il se passe rien donc tout va bien. Et moi, ça m'arrive assez souvent qu'il y ait des personnes qui viennent vers moi et qui me disent ah, des fois, je me mets pieds nus et puis je me prends des réflexions pas très agréables du genre c'est dégoûtant ou des gens qui carrément me disputent dans la rue comme quoi je vais me faire mal, etc. Et je leur explique que ces gens-là ne font que répéter ce qu'ils ont entendu de manière mécanique, c'est tout. Donc, faut C'est pas mal le prendre, c'est juste des programmes qui tournent en boucle comme ça. exactement, exactement. Donc là, on parle vraiment des bienfaits de pouvoir marcher pieds nus, de la posturologie, tout ce que ça a pu t'apporter au niveau physique. Hein, c'est vraiment ça, le côté agir, l'action physique que ça a. Et on peut du coup aborder le côté physiologique. Quel est ce contact bioélectrique? Qu'est-ce qui se passe? Comment toi, tu as ressenti une différence? Parce que notamment quand on se met en contact avec la Terre, c'est l'effet anti-inflammatoire, ce que tu disais. Alors, je discutais avec Julien Allaire, qui est naturopathe, et qui m'expliquait que c'était pas forcément anti-inflammatoire, mais c'était presque du pro-inflammatoire, c'est-à-dire que ça allait amener tout ce qu'il fallait à l'inflammation naturelle qui est là pour résorber un problème, pour l'aider justement à favoriser cette inflammation pour que le déséquilibre soit rééquilibré le plus rapidement possible. Donc il y a cet aspect physiologique qui est maintenant scientifiquement démontré avec de la thermographie, avec beaucoup d'études sur le sang aussi et sur le côté hormonal. Donc moi, vraiment, j'ai affaire à beaucoup de gens qui se connectent à la Terre et ont des attentes pas toujours comblées, mais aussi des soucis qui sont résolus là où ils n'attendaient pas à ce que ce soit résolu. Donc c'est toujours assez probant d'avoir tout un tas de retours qui sont toujours positifs, en tout cas pour ma part, avec des problématiques qu'on ne pensait pas résoudre et qui finalement ont une fin favorable. Ça peut être des ballonnements dus à une alimentation peut-être trop en gluten et finalement ça réussit à rééquilibrer en tout cas une partie du déséquilibre généré par ça. Voilà, comment toi tu vois les choses au niveau finalement
physiologique. En fait, ce que tu viens de dire là, ça me rappelle une citation que j'ai lue pour la première fois aujourd'hui. Une citation en latin que je ne vais pas te citer parce qu'elle est assez longue et je ne suis pas spécialiste du latin. Mais en substance, elle dit que le bien, il se met en place quand il y a un ensemble de facteurs qui sont réunis et que le mal, lui, il suffit d'un seul élément pour qu'il se manifeste. Et je trouve que ça résume bien ce que tu viens de décrire, à savoir que pour avoir une santé optimale, le bien, on va dire ça, ben, il faut un ensemble de paramètres harmonieux, une sorte de structure qui soit à la fois logique et qui s'équilibre. Alors qu'il suffit d'un élément vraiment néfaste en fait pour perturber cet équilibre et se sentir mal. Voilà. C'est pour ça que quand on veut des résultats pour sa santé, c'est important d'avoir une approche, en tout cas c'est mon point de vue, holistique, c'est-à-dire d'aller travailler sur un maximum de plans, diminuer donc, parce que c'est notre thématique du jour, hein, diminuer les rayonnements chez soi électromagnétiques, la mise à la terre, aller regarder son alimentation, aller regarder l'eau qu'on va boire, son stress, enfin, l'activité physique, enfin, il existe plein de pôles différents. Et en fait, on est dans une phase de la civilisation, de la société, où en fait, on a l'impression que tout va mal. Et ça, c'est, si on a cette sensation-là, c'est très simple, c'est qu'en fait, on fait tout de travers. Et il arrive que, eh bien, comme on fait quasiment tout de travers, hein, par rapport à l'hygiène de vie, par rapport à tous les plans, eh bien, il arrive que quand on change une chose, par exemple simplement la mise à la terre, c'est le cas pour certaines personnes, eh bien, c'est comme si tout d'un coup on ouvrait une porte qui apporte de l'air frais. Et des fois, juste une pratique, elle vient apporter une prise de conscience énorme parce qu'elle apporte vraiment des bienfaits manifestes parce que c'est la seule porte qui est ouverte et donc on le sent tout de suite. Et puis pour d'autres personnes, ça ne sera pas leur porte de prédilection et bah, elles apercevront moins les effets, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y en aura pas. Et ce que j'aime bien dans le grounding, comme on dit, bah en fait, c'est que ça se mesure très facilement. Il existe des appareils très sophistiqués pour mesurer la pollution électromagnétique, mais il existe un appareil très simple hein, qui s'appelle un voltmètre ou un multimètre. Et en fait, on regarde quelle est la tension qui parcourt notre corps. Et quand on est sur un téléphone, un ordinateur et que notre tension peut monter à 10 volts dans le corps, en ville avec les antennes, je ne me suis jamais testé pour voir à combien ça monte. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'être très savant ou de se poser 10 000 questions pour comprendre que ça ne peut pas être bénéfique pour le corps d'être parcouru par 10 volts, alors que normalement dans la nature, on est parcouru par un courant neutre. C'est-à-dire que dès qu'on se connecte à la Terre, eh bien, tu l'expliques bien dans tes vidéos, hein, le potentiel électrique en termes de voltage, c'est strictement égal à zéro. Voilà. C'est ça. Et le corps humain, hein, il est parcouru par plein de nerfs, c'est aussi un système nerveux, c'est un système électrique. Et donc, bah, on comprend bien que s'il y a une tension résiduelle en permanence dans l'organisme, ça entraîne, je sais pas, comme de l'électricité statique, c'est forcément, ça va entretenir les processus inflammatoires ou en créer là où ils pourraient naturellement se décharger, et ça ne peut pas être bon pour la santé. C'est exactement ça. Alors du coup, pour expliquer un peu, moi je fais bien la différence entre les champs électriques qui sont liés à tout ce qui est branché en électricité et les champs électromagnétiques haute fréquence qui sont liés à tout ce qui est à distance, Wi-Fi, Bluetooth 5G. Et donc le testeur de tension induite et la mise à la terre, ça a vraiment une action, en tout cas c'est mesuré sur les champs électriques. Je ne connais pas en tout cas d'appareil capable de mesurer la 5G qui impacte le corps. On est capable de mesurer l'environnement, mais Ouais. pas ce qui se passe dans le corps. Alors que le testeur de tension induite, lui, vraiment, c'est le corps qui fait antenne au niveau de l'électricité, et là, on est capable de voir son potentiel électrique au niveau de ce qui se passe dans le corps. Donc, ce qui est certain, par contre, c'est que ce soit des champs électriques ou des champs haute fréquence, les deux génèrent un déséquilibre, c'est-à-dire un excès d'ions positifs, et quand on se met pieds nus dans l'herbe, on récupère des ions négatifs. Donc, on rééquilibre ces charges positives et négatives, on vient annihiler ces radicaux libres et ce stress oxydant dans le corps, qui est pourtant naturel, mais pour le coup, là, en excès, parce qu'on n'est pas dans un environnement naturel, le corps n'est pas mis dans une situation naturelle. Mm. Et d'ailleurs, ça faisait partie des petites questions que j'avais sous le coude, comme je te disais tout à l'heure, Oui. à savoir qu'il existe des appareils
des fois pour certains sophistiqués pour mesurer la pollution du champ électromagnétique créé par les antennes, par exemple. Ouais. Mais je me disais que comme le corps humain, quelque part, c'est aussi une antenne, je ne serais pas surpris, en tout cas c'est une question ouverte, hein, parce que je ne suis pas spécialiste, mais qu'on puisse, que ça puisse se mesurer à travers, indirectement à travers la tension induite dans le corps. Pour moi, en tout cas, le multimètre, il sert vraiment à l'électricité. J'ai Mm. vu un compte Instagram avec quelqu'un qui fait ce métier-là aussi, qui a un appareil qui vaut 6 000 euros, si je me souviens bien, c'est pour ça que je ne me le suis pas offert, qui lui disait qu'il mesurait justement les champs haute fréquence et il y avait une mesure qui était faite comme le testeur de tension induite et on voyait c'était ce qui se passait dans le corps. D'accord. Moi, ça, je peux pas l'affirmer aujourd'hui. Je suis pas sûr puisque j'ai pas testé. Je connais pas cette machine, je connais pas ce truc-là. Mais en même temps, on n'a pas la main sur les hautes fréquences. C'est-à-dire que j'ai pas la main sur l'antenne 5G, j'ai pas la main sur la Wi-Fi du Mm. voisin, le Bluetooth du téléphone du voisin, partout. Tout ça, j'ai pas la main dessus. Donc quelque part, je sais que ça me déséquilibre. Et même si j'avais de quoi mesurer l'impact que ça avait dans mon corps, bah, ma seule inquiétude, ça serait de comment rééquilibrer ça. Je ne peux pas vivre dans une cage de Faraday pour me barrer de toutes ces ondes. Donc, quelque part, ces ondes haute fréquence, j'y donne moins d'importance parce que je n'ai pas la main dessus. Donc, au moins, elles ne me restent pas dans un coin de la tête où elles me font peur. Elles me disent oh là là, oh là là, oh là là. Je vais m'attarder à rééquilibrer ce déséquilibre et en tout cas essayer d'être le moins exposé. Par contre, les champs électriques, ça, j'ai la main. C'est-à-dire que je vais débrancher chez moi tous les appareils qui ne me servent pas, parce que de toute façon, ils ne servent pas. Dès qu'on branche un appareil, on ouvre un robinet. C'est-à-dire que même si on n'est pas à proximité, si on est éloigné, eh ben, cet appareil grippe, hein, cafetière, la lampe qu'on va avoir dans le salon, tout ce qu'on va brancher qui ne sert pas va générer un champ électrique, va générer une ionisation de la pièce, et donc on va avoir tu sais, souvent ce que je dis, c'est que c'est arrivé peut-être que un jour, les plombs ont sauté. Il n'y a plus d'électricité dans la maison. Et là, tu te rends compte que l'atmosphère est vraiment différente. Il y a Ouais. quelque chose de plus silencieux, quelque chose de plus sain. Et en fait, c'est ça qui est imperceptible quand tout est sous tension. Dans les murs, il y a les câbles qui passent. Et d'un coup, quand tout s'arrête, eh ben, c'est différent. Et là, c'est pareil. Donc, couper les robinets, c'est débrancher. S'éloigner, ça permet de moins avoir de tension induite dans le corps. Et après, on peut mettre à la terre certains objets, comme la télé quand on la laisse brancher, l'ordinateur portable, le Mac. Ça, c'est sûr, il faut arriver à le mettre à la terre si on travaille dessus. Voilà, c'est toutes ces petites notions-là. C'est ce que j'appelle l'électroconscience, hein, finalement, d'arriver à prendre conscience de ça pour agir avec du bon sens et avoir des petits gestes qui deviennent des habitudes. Ouais. Ouais, on pourrait trouver un terme, hein, c'est une forme d'hygiène des ondes ou de la pollution C'est bien dit. électromagnétique. Et donc moi, c'est pour ça que j'utilise ton petit tapis là. Hop, je l'ai là parce que je l'ai en permanence quand je travaille devant un écran ou autre. Et donc moi, je suis tout le temps assis par terre. Je ne me sois pas sur des chaises. Et donc bah, j'ai un morceau de pied Ouais, qui appuie sur le tapis. Et comme ça, en permanence, je suis relié à la terre. Et en exact. plus, là, par exemple, tu vois, mon téléphone, je ne vais pas le montrer parce que c'est lui qui filme, mais il est en charge. Et donc, j'ai ton petit câble qui relie une prise USB en série à une prise de terre. Et comme ça, mon téléphone, il est relié à la terre quand il est en charge. Parce que sinon, effectivement, on le mesure très facilement Ah oui. avec un voltmètre. Eh bien, à distance, et encore pire, quand on touche le téléphone, il y a vraiment une énorme tension résiduelle qui parcourt l'organisme, quoi. C'est ça. Moi, j'apprends toujours la bonne habitude quand on a compris comment ça marche. Premièrement, on peut utiliser son chargeur rapide quand il est loin de soi. On le met dans la salle de bain, dans un coin du salon. On peut le mettre à charger quand on cuisine, quand on va à la douche, quand on fait autre chose. Ensuite, si on n'a pas vraiment le choix de l'utiliser quand il est en charge, on peut le mettre à la terre ou on peut utiliser une batterie externe qui va permettre de recharger la batterie. Et puis quand on met son téléphone en charge avec la batterie, là, on n'est pas assujetti à ce champ électrique qui est dû aux 50 Hertz. Donc ça, c'est encore possible aussi de faire comme ça. Il faut trouver ce qui nous correspond. Moi, j'utilise les trois méthodes tous les jours parce que je recharge les batteries. Des fois, je suis au bureau. Des fois, j'ai pas le choix. Je le mets à côté de moi quand je fais les colis. Et des fois, je le mets à charger dans la salle de bain parce que c'est là où que se trouve le chargeur rapide de la maison. Il faut trouver la bonne façon de faire. Il ne faut pas se forcer. C'est pour ça que je propose plusieurs solutions pour que chacun puisse trouver ce qui lui correspond, ce qui va être le moins contraignant pour lui, et puis de le faire. Après, combien de millions de personnes, ou voire peut-être milliards, utilisent leur téléphone en train de charger? Je pense que maintenant, les gens se rendent compte des picotements dans la main, se rendent Ouais. compte des sensations.
Moi, mes petites habitudes, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire que en général, quand il charge, je l'utilise pas. C'est-à-dire que par exemple, mon ordinateur, je le charge quand je travaille pas dessus. Et en général, si je fais une charge complète en travaillant, j'ai ma dose pour la journée ou quasiment. Et donc, c'est le moment de faire une pause s'il a besoin d'être rechargé. Moi, j'ai besoin d'être déchargé. Et donc, je le mets à brancher et je vais faire autre chose pendant ce temps-là, C'est ça. tout en travaillant en étant connecté avec le tapis. Et, et ce que je fais d'autre aussi, c'est la nuit. Je dors sur un drap connecté à la terre. Comme ça, on passe quand même un tiers de notre vie dans un lit, hein, grosso modo. Donc c'est quand même important et c'est un investissement sur du long terme qui, je trouve, en plus, ça ne demande pas d'effort, hein. Quand on fait des changements d'hygiène alimentaire, par exemple, ça nécessite certains appareils coûteux, il faut changer ses habitudes, etc. On peut se sentir frustré. Là, ça change rien à la vie à part d'acheter une natte et puis après, on l'a pendant des années, quoi. Et Exactement, ça ouais. permet de mieux dormir. Et je le dis un petit peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Et quand je travaille donc avec mon ordinateur ou enfin connecté à la terre avec le tapis de souris et puis mon téléphone s'il charge connecté à la terre, ben, j'ai pu observer que je passe plusieurs heures sur ordinateur tous les jours. Eh bien, il y a moins de nervosité après avoir passé, par exemple, une demi-journée devant l'écran. Ça, c'est clair et net, quoi. Ça, c'est indéniable. Moi, les gens qui travaillent en open space, les gens qui travaillent sur ordinateur, même en télétravail à la maison, dès qu'ils adoptent une hygiène électromagnétique saine et une remise à la terre, ça va beaucoup mieux. Tu sais, souvent, c'est ce que j'avais ce retour, c'est quand on est devant son ordinateur, au bout de trois quarts d'heure, une heure et demie, bah, on va aller faire pipi, on va boire un café, on sort de là parce qu'on a une vraie tension, on a besoin de souffler, d'évacuer cette tension électrique, tu vois, pour le coup. Et quand on revient sur son poste, on revient, c'est lourd et on sait qu'on se remet dans un environnement qui est pas terrible. Et quand on a pratiqué ça, bah, finalement, on peut rester pendant une heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. On ne ressent pas ce stress qui est généré par ces ondes. Et après, on va un peu plus loin. C'est vrai que moi, je vois aussi que les lunettes, par rapport à la lumière bleue, ça a aussi un impact très fort sur le signal qui est envoyé donc à la rétine et au cerveau. Et au niveau physiologique, il y a une vraie action. C'est comme encore ce qu'on disait, hein, c'est l'accumulation de bonnes pratiques qui fait que, Ouais. mais effectivement, tout ça, ça permet de continuer à vivre avec ce monde connecté. Tu l'as dit, hein, c'est pas parce que tu marches pieds nus que tu as pas le droit d'avoir un téléphone. Ça permet, c'est le biohacking. Moi, j'aime bien avoir de la technologie Ouais, au service de exactement. l'humain parce qu'on a beaucoup de technologies qui ne nous servent pas, en tout cas qui nous desservent un petit peu sur l'aspect physiologique. Et là, on a quelque chose qui change la donne. Ouais. Et moi, pareil pour la vue, eh bien, je mets une luminosité, je choisis sur mon ordinateur où il y a beaucoup moins de bleu, c'est une couleur un peu chaude qui est un petit peu jaune, et je mets en général la luminosité au plus bas sur mon téléphone. Oui, il y a une Parce application que qui s'appelle Twilight sur les téléphones et qui ouais, permet d'avoir une lumière un peu plus rougeâtre. Et c'est vrai que le soir, ça change vraiment la donne, quoi. c'est important, voilà, comme tu dis, le soir, de baisser la luminosité, que ce soit la luminosité des écrans qu'on regarde, sachant que le mieux, c'est dans les 2 heures qui suivent le coucher de ne pas regarder d'écran, Ouais. mais aussi la luminosité de la pièce. Moi, progressivement, plus l'heure du coucher s'approche et plus la luminosité est basse dans la pièce. Là, Ouais. tu vois, il y a une lampe parce que puis c'est encore pas très tard, hein, c'est 18 heures passées, et il fait encore un petit peu jour, mais après, il va y avoir une lampe de sel, il va y avoir une bougie, une lumière dans une autre pièce où je ne vais pas être, et au fur et à mesure, j'éteins, et quand je vais me coucher, c'est presque comme si j'avais assisté à un crépuscule, quoi. Ouais. Pareil, ça, c'est des choses que on est plein de plus en plus à faire ça parce que c'est intuitif, on trouve Puis quand on vit ça chez quelqu'un, après on se dit, ah, c'est bien, j'ai envie de faire la même chose, donc on se copie, on s'imite les uns les autres. Ce que je fais aussi, c'est que mon téléphone, je l'ai quasiment jamais au contact de ma peau. Quand je téléphone, j'ai le haut-parleur. Et ce qui fait que mon téléphone, bah, il y a des fois, si je travaille, je suis assez disponible parce qu'il est à côté de moi. Mais si je me déplace, je suis dans la nature, etc., quand je fais une balade, j'ai quasiment jamais mon téléphone avec moi. Alors ça peut être dommage parce que je pourrais faire des photos, etc., me montrer en train de courir, grimper dans un arbre ou je sais pas quoi, mais là j'ai envie de me laisser tranquille et donc il reste tranquille à la maison, quoi. Mais je suis 100% d'accord. Moi aussi, je m'accorde le droit de ne pas avoir mon téléphone. Et quand tu ne l'as pas avec toi, en fait, tu vis. C'est-à-dire C'est que. ça. Non, mais c'est quand même assez dingue de se dire, je ne suis plus enchaîné à ce truc-là.
à une notification, à un appel, à quoi que ce soit, je vis. Voilà, je vis maintenant sans être dérangé par cet petit objet qui est très pratique, qui est un outil, voilà, encore une fois. Moi, j'incite les gens à chaque fois de dire, mais lâchez votre téléphone, tu dois aller chercher le pain, laisse ton téléphone à la maison. S'il y a un appel en absence, il y a un appel en absence. C'est pas grave, on se rappelle, quoi. Et voilà, moi je vois l'avenir avec des maisons où naturellement il y a des espaces connectés à la Terre. Et puis, on n'en a pas parlé juste avant en off, mais il me semble que tu es en train de développer une prise spéciale, parce que actuellement, les prises USB ne sont pas connectées à la Terre. Donc, quand on veut les connecter à la Terre, comme elles sont montées en série, ben, il faut acheter une prise où il y en a plusieurs et en dédier une qu'on va relier avec une petite prise spéciale à la prise de Terre. Donc, il faut non seulement qu'il y ait des prises USB en série, mais juste à côté, en plus, une prise de connexion à la Terre. Donc, il faut un petit peu chercher sur une prise qui va correspondre à ça. Et je crois que toi, tu es en train d'en créer une pour qu'on Alors, puisse tout avoir en même temps. C'est bien ça? j'ai ce projet, j'ai trouvé un industriel qui m'a fait des prototypes, enfin qui m'a mis ça sur ordinateur, c'est possible. J'ai l'idée, j'ai tout ça. Il faut beaucoup d'argent, il faut plus de 5 chiffres additionnés les uns à côté des autres pour lancer ce Ok. projet. Et ça, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, je suis un des rares à, euh, à mettre ça en place sur la planète presque, hein. On est très très peu. Moi, le câble que je fais fabriquer, il permet de mettre à la Terre. Donc, il faut deux ports USB, un port USB que tu relis à la Terre qui met à la Terre le second. Et ça, les plugs avec deux USB, les rallonges, on les trouve un petit peu partout. Donc, pour le moment, c'est le moyen le plus simple que je peux mettre à disposition pour mettre ces chargeurs à la Terre. Mais le chargeur connecté à la Terre, il, il existe dans un coin de ma tête et puis dans un coin de logiciel. Mais pour l'instant, c'est l'investissement qui est plus compliqué à mettre en place. En tout cas, moi, avec ma petite structure, c'est pas encore pour cette année, je pense, quoi. Mais en tout cas, oui, il y a la capacité de faire des choses, d'imaginer des choses. Presque c'est infini, quoi. C'est vraiment la capacité d'investissement qui dépend de tout ça, quoi. Hmm. Mais oui, ça sont Ok. des objets plus simples à utiliser qui pourraient être mis en place parce que, encore une fois, quand on l'utilise, moi qui ai fait beaucoup de salons, c'est pas toujours facile aux gens de comprendre cette notion d'électricité. Qu'est-ce que la Terre? Qu'est-ce que c'est cette petite tige métallique qui sort de la prise? C'est relié à la Terre, au piquet de terre. C'est le réseau qui met en sécurité l'humain. Voilà. Il y a toutes ces notions-là. On se pose beaucoup de questions. Beaucoup de dames aussi, hein, de femmes qui se posent beaucoup de questions et pour qui la notion d'électricité est un peu plus compliquée à comprendre. Et puis les hommes qui comprennent ça, eux, bah, prennent ça par-dessus la tête. Donc voilà, c'est pas évident d'amener ça, mais quand on a envie, en tout cas, quand on creuse, on arrive à comprendre, c'est simple à mettre en place. Mais oui, cet objet, ça me botte beaucoup de le faire, mais je peux pas. Ok. C'est vrai que ça nécessite de prendre le temps et d'avoir un petit peu de curiosité Oui, et quelques notions de base en électricité pour un petit peu comprendre les branchements, même s'ils sont simplissimes et très faciles à vérifier. Moi, c'est ça que j'aime bien hein, dans le grounding, c'est que tu prends un voltmètre et tu vérifies tout de suite les résultats avec un appareil simplissime, quoi. On n'est pas dans des théories de quantique, de machin qu'on ne peut pas vérifier. Et là, c'est mesurable très facilement, quoi. c'est ça. Moi, j'utilise 90% des objets qui sont sur mon site tous les jours, dans mon quotidien, dans ma routine quotidienne. Il me tient à cœur de pouvoir me montrer à moi-même ce que j'applique pour moi et pour ma famille, ça marche. Et donc, forcément, je peux montrer que ce que je vends, effectivement, ça marche dans l'utilisation que je propose de chaque objet. Sinon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Malgré tout, sur certains produits où là, sur le quantique, je suis arrivé à peu près à me prouver à moi-même sur certains trucs. Voilà, j'essaie d'ouvrir mon esprit et de ne pas rester fermé en me disant qu'il n'y a pas que. Enfin, on doit utiliser le test qui permet d'aller mesurer ce qu'on est bien en train de rechercher. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on peut mesurer avec une antenne de Lécher, il y a des choses qu'on peut mesurer avec un pendule, avec des kinésiologues. Voilà, il y a quand même certains outils qui, quand on croise les informations, on arrive à trouver des réponses qui sont à peu près probantes. Effectivement, l'électricité, ça se mesure avec un multimètre, et là, ça ment pas. C'est soit c'est oui, soit c'est non. Pas de... Et puis, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que dans la pièce où on dort, hein, puisqu'on y passe un tiers de notre temps, bah, éviter de mettre un objet qui est branché juste à côté de la tête, puisqu'il y a le courant électrique qui crée un champ.
par la prise, par le fil. Et puis, moi, je dirais, idéalement, dans les maisons de demain, c'est qu'il y a qu'il y a- qu'il y ait un disjoncteur à portée de main, j'ai envie de dire, pour que l'ensemble de la pièce soit déconnecté de l'électricité Mais du alors réseau. ça existe déjà, c'est des ISC, des interrupteurs de champ, sur lequel, ça va vraiment déconnecter tout de suite le circuit de la lumière et des prises et sur lequel si on mettait un téléphone en charge par exemple, une fois que le téléphone il arrête de charger, hop, l'IAC il se met à couper donc on arrive à avoir une zone neutre. Il y a des gens aujourd'hui qui coupent, donc le courant des prises ou des lumières, de la pièce ou en tout cas peut-être de l'étage pour ceux qui ont envie. C'est vrai que moi, voilà, la chambre est un sanctuaire dans lequel on passe un tiers de sa journée. Il faudrait qu'il n'y ait rien de branché. La lampe de chevet est un poison. La multiprise ou la rallonge qui passe sous le lit, pareil, parce qu'en plus, ça va faire rayonner la structure du lit si on a un lit en métal ou en bois. La table de chevet aussi. Et j'incite aussi les gens à regarder, à avoir une tête de lit. Parce que dans le mur, il y a les câbles, et souvent dans les câbles vont assujettir donc les rails à placo. Ces rails à placo vont rayonner, et donc si on touche le mur, on fait monter sa tension induite, alors que si on met une tête de lit, on va éviter le fait de toucher le mur, et puis on va s'isoler un petit peu au niveau de ce champ électrique. Et ça reste pour moi une des conditions d'utilisation des tapis de mise à la terre, c'est-à-dire que pour se connecter à la terre dans de bonnes conditions, il faut le faire dans un environnement électrique le plus sain possible. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on parlait, le corps fait antenne aux champs électriques. Les champs électriques demandent qu'une seule chose, c'est à retourner à la terre. Donc, on doit éviter d'évacuer une tension forte. C'est-à-dire qu'avec le testeur de tension induite, on peut voir que des fois, on peut avoir 10 volts. On se met à la terre, et là, la tension, elle redescend. On est quasiment à 0 volts. Oui, mais sauf qu'on évacue 10 volts. Donc, il vaut mieux éloigner, débrancher la pollution pour qu'on n'ait plus qu'à évacuer 500 millivolts, 400 millivolts, 1 volt, tu vois, au maximum. C'est très intéressant ce que tu dis, j'avais jamais pensé à ça, effectivement. Oui. C'est moi voilà les conditions d'utilisation que j'aimais sur les fiches produits ou dans la notice que j'envoie aux gens, c'est vraiment et c'est quasiment la seule raison pour laquelle je parle des champs électriques, parce que moi mon dada c'est la connexion à la terre, tu vois, et c'est le fait de pouvoir mettre son corps dans une disposition naturelle normale. Et cet effet d'antenne, il n'est pas mesuré réellement en impact, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas réellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet effet d'antenne, il est remarquable aussi chez nous tous, si on est sur un rez-de-chaussée, on a un carrelage, et si on marche pieds nus, ou on est en chaussettes, on peut mesurer avec le testeur de tension induite qu'on a une relative connexion avec la Terre sur notre carrelage, d'accord? Et on Ouais, peut se trouver dans j'ai une remarqué cuisine, ça. on a la vaisselle le grille-pain ou la cafetière ou n'importe quoi qui est branché, qu'on n'a pas débranché, et qui émet un champ électrique. Et ce champ électrique, il s'évacue à travers le corps jusqu'à la terre, et on voit, ça on peut le mesurer avec le testeur de tension induite, qu'il vaut mieux débrancher pour éviter d'avoir ces champs électriques qui se déversent à travers le corps. Donc cet effet d'antenne, il existe. Moi, ces conditions d'utilisation, c'est dans le meilleur des mondes, comment c'est la meilleure façon de le faire pour être le moins impacté. Et de toute façon, qu'on se connecte à la Terre ou non, être dans un environnement sain au niveau électrique, c'est positif. C'est vraiment. Ouais. Faut comprendre ça. Le problème, c'est pas la connexion à la Terre. Le problème, c'est la pollution électrique. Donc, on peut agir. Voilà, et puis donc on fait déjà ce qu'on peut, hein, parce que comme tu disais pour les antennes, etc., on ne maîtrise pas tout, on ne va pas vivre dans une cage. Hein. Euh, et donc il faut vivre avec une forme de pollution, il y a la pollution de l'air, il y a la pollution de l'eau, il y a la pollution alimentaire, etc. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, et je dis ça notamment pour les personnes qui sont électrosensibles, c'est que le corps humain, en fait, il est extrêmement robuste, à tel point que c'est pour cette raison qu'on a pu adopter un mode de vie autant déconnecté de nos besoins, c'est parce que le corps humain il est d'une grande robustesse. Et si tout d'un coup, une bonne partie de la population commence d'avoir beaucoup de problèmes de santé, c'est que là, on est allé au bout du bout, quoi. Ouais. Et donc, quand on est électrosensible, bah, évidemment, on fait tout ce qu'il faut pour avoir un environnement électromagnétique le plus sain possible. Mais si ce n'est pas suffisant, bah, il ne faut pas hésiter à, comme on disait tout à l'heure, à avoir d'autres paramètres, à avoir une vision holistique, parce que c'est ce qu'on dit, alors je ne suis pas allé vérifier, mais en tout cas je l'ai lu pas mal de fois et ça me paraît être sensé, qu'il peut y avoir un lien entre l'électrosensibilité et une accumulation de métaux lourds. J'allais Donc le ça dire. peut être bien de suivre certains protocoles de détoxification des métaux lourds, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le corps humain, naturellement,
il a des grandes facultés pour se détoxifier de lui-même. Et s'il ne le fait pas, c'est lié aussi à des habitudes alimentaires qui ne sont pas optimum, à une hygiène de vie où il n'y a peut-être pas assez de périodes de jeûne, en tout cas pour ceux qui peuvent le faire. Et donc, c'est vraiment un ensemble de paramètres à prendre en compte pour aussi se responsabiliser ou devenir, reprendre du pouvoir sur sa santé en se Exactement. disant je ne suis pas une victime d'un monde pollué. Bah, il est le pollué pour tout le monde, ce monde. Donc on change ce qu'on peut changer et le reste, bah, c'est nous-mêmes qu'on va changer en retrouvant une santé optimale, en retrouvant des émonctoires qui fonctionnent bien, en retrouvant un système Exactement. immunitaire qui soit suffisamment puissant pour, de l'intérieur, aller à la cause de cette électrosensibilité. Oui, puisque l'électrosensibilité, c'est vraiment une barrière qu'on a naturellement, tu sais, c'est ce que tu disais. Mais ce que je sais, c'est que quand une fois qu'elle est brisée, ça revient pas en arrière. C'est-à-dire que moi, les gens électrosensibles avec qui je travaille, ça revient pas en arrière. On peut apaiser, on peut trouver des solutions pour essayer d'amener un petit peu de quiétude, mais l'exposition aux ondes, voilà, la meilleure, non, c'est pas la meilleure, la seule protection qui existe contre les ondes, c'est la non-exposition. D'accord? Se connecter à la Terre, c'est pas une protection, ça rééquilibre le déséquilibre généré par l'exposition aux ondes. Et les métaux lourds qu'on a dans le corps, ils ont la capacité, le corps a la capacité de les mettre à certains endroits pour que ce soit le moins néfaste possible, mais du coup, on fait antenne. Et il faut bien se rapprocher de professionnels qui savent de quoi ils parlent au niveau de la chélation de ces métaux lourds, parce que une fois qu'on va chélater, et si on ne le fait pas bien, si on ne va pas amener tout ce qui a été chélaté dans les bons émonctoires, eh bien, ça va se redistribuer là où bah, le corps n'avait pas prévu de les mettre, et ça peut apporter plus de soucis. Donc, vraiment, il y a des gens qui sont très, très calés parce que par expérience, c'est-à-dire que j'ai une jeune fille, Mathilde Taffin, qui est une spécialiste maintenant de ça parce que elle a eu de très gros soucis par rapport aux métaux lourds qu'elle avait dans le corps. On peut suivre aussi le docteur Dieuze par rapport aux amalgames qu'il y a dans la bouche. Lui, il voit même les lunettes, le verre des lunettes, les vêtements qu'on peut porter, les teintures pour les cheveux. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte sur l'électrosensibilité. Et encore une fois, la non-exposition, c'est quand même la seule protection qui est valable après la cage de Faraday, mais on est dans des extrêmes. Là, on arrive à un degré d'électrosensibilité qui est très compliqué à vivre. Euh, ouais, c'est pas facile pour ces gens-là, en tout cas. Et c'est très juste ce que tu disais sur les métaux lourds, à savoir que si on n'utilise qu'un protocole de détox des métaux lourds, par exemple avec de la chlorelle, de la coriandre, je le cite celui que je connais, bah en fait, ça va les remettre en circulation alors que le corps les avait stockés dans l'endroit qui pour lui posait le moins de problèmes possible. Ça les remet en circulation. Alors si les reins, le foie, les intestins fonctionnent bien, bah ça sort. Mais s'ils ne fonctionnent pas suffisamment bien, et en général c'est probablement le cas parce que sinon le corps les aurait pas stockés, il les aurait éliminés direct, parce que le corps sait éliminer les poisons hein, de manière naturelle, même si on peut utiliser certaines substances ou certains aliments pour favoriser ça, et eh bien à ce moment-là, on va remettre des choses en circulation et on peut vivre presque comme une forme d'auto-empoisonnement. Donc Exactement. c'est important qu'en parallèle, il y ait vraiment l'hygiène alimentaire et l'hygiène de vie qui soient réformées progressivement, Ouais, que les émontoires soient ouverts, et puis ensuite on peut entreprendre un protocole de détox. exactement. Pour le coup, là, on est vraiment dans quelque chose de très spécifique. Je souhaite à personne, j'ai connu quelques personnes qui sont sur ce parcours-là et c'est très très compliqué. Donc autant prévenir plutôt que guérir parce que quand on en est là, c'est des parcours de vie qui sont assez tumultueux avec des ressentis physiques très désagréables, très. Voilà, c'est très compliqué. Donc là, pour le coup, il y a des possibilités de s'en sortir, mais il faut être accompagné. Voilà, il faut pouvoir avoir affaire à des gens qui sont aussi passés par là pour éviter ces embûches. Et c'est vrai que la chlorella ou la coriandre sont très puissants et sont connus pour ça, mais voilà, ça peut apporter plus de désagréments qu'autre chose. Donc, ouais, prévention avant tout. Mais en tout cas, s'il doit y avoir un dogme, c'est celui-là pour moi. Voilà. Et d'ailleurs, pour les personnes qui souhaitent changer d'hygiène alimentaire, changer d'hygiène de vie, puisqu'on vient d'en parler, je propose justement des accompagnements. Super. Voilà. Bah, dis-nous un peu plus. C'est-à-dire qu'on peut retrouver bah oui, sur ton site, il y a toutes ces choses-là qui sont mises à disposition pour savoir tes accompagnements. Justement, c'est quoi ton actualité en ce moment? Je sais qu'on va se voir, et ça va me faire plaisir, en vrai, au congrès de la Pour la naturopathie première fois. organisé par le domaine arc-en-ciel. Donc, on va essayer de se croiser en tout cas. Mais quelle est ton actualité du moment?
Bah, déjà, je propose sur l'ensemble de l'année, hein, Ouais, à part quand je suis occupé sur des stages, mais des consultations donc en accompagnement, en accompagnement hygiéniste, j'appelle ça. OK. Donc c'est parmi toutes les pratiques de santé naturelle qui existent, comme l'activité physique, l'hormèse, le jeûne, les purges, l'utilisation des plantes, tisanes, huiles essentielles, hydrolat, les lavements, l'argile, etc. En fait, il existe toute une palette d'outils qu'on peut utiliser pour prendre soin de sa santé, voire pour se régénérer. Eh bien, je fais un tri avec la personne pour, notamment en utilisant la radiesthésie, OK. pour sélectionner les outils hygiénistes dont la personne a le plus besoin. OK. Et c'est donc un suivi qui dure sur plusieurs mois et qui permet à la personne, eh bien, progressivement, accompagnement après accompagnement, de devenir autonome et de reprendre en main sa santé. Voilà. Avec uniquement des méthodes naturelles, sachant que c'est basé avant tout sur la pratique de l'alimentation végétale et vivante. Voilà. D'accord. Donc Qu'est-ce que ça, tu c'est appelles vraiment ma végétale et vivante? spécialité que je pratique depuis 10 ans. Qu'est-ce que tu appelles végétale et vivante? Alors, c'est comme ça qu'on l'utilise et que c'est connu. Ça, tout simplement, ça veut dire végétal et cru. Voilà. OK. Sachant que végétal, c'est pareil, c'est un petit raccourci parce que c'est, euh, il y a aussi les champignons, les algues, certaines bactéries, la lactofermentation. C'est pas Ah, juste c'est top ça. des salades, des carottes, etc. Ouais, Voilà, c'est un ensemble de tout sauf les produits animaux. d'accord. Voilà. Après, c'est comme ça que je me nourris et c'est vers ce type d'alimentation que je dirige les personnes. Mais c'est pas pour autant que quelqu'un qui suit un accompagnement avec moi est obligé, bien évidemment, de manger de cette manière-là. On est juste une petite poignée à expérimenter ça. L'idée, c'est pas de manger que comme ça. L'idée, c'est de tendre vers une alimentation le plus possible végétale et vivante. Voilà. OK. Donc ça, c'est ce que je propose Ouais. sur l'ensemble de l'année. À côté de ça, je propose aussi ce que j'appelle Jeûne et Trek. C'est un concept que j'ai créé en 2019. Et Ouais. ça consiste tout simplement à partir 4 jours, une semaine, suivant les formules, sac au dos, dans la nature, en forêt, en montagne. On part en groupe, on marche et on jeûne. Et on fait plein de pratiques de santé naturelle. Bain de forêt, bain froid, sun gazing, donc regarder le soleil dans les yeux, bain de soleil aussi, du yoga, de la méditation, du chant de mantra, feu de camp, bref, plein de choses qui nous reconnectent à la fois à notre côté animal, à notre humanité, qui nous reconnectent à la nature et qui permet au corps et au mental de faire une bonne détox. Ouais, Donc j'en définitivement. propose 4 par an. J'en propose maintenant, depuis cette année, un au Maroc l'hiver, et puis les autres, c'est en France. Il va y en avoir un dans le Morvan au printemps, dans 2 mois, un autre dans les Vosges dans l'été, et puis un dernier de l'année, ça sera dans l'Aude en septembre. D'accord, OK. Voilà. Et puis à côté de ça, bah, je participe à des événements, des festivals où je suis invité. Donc il y a des projections, j'ai réalisé enfin, Oui. il y a 3 documentaires qui ont été réalisés sur mes expéditions, Ouais. que j'ai réalisé 3 premières mondiales, sachant qu'avant de les réaliser, je menais une vie plus ou moins classique de sportif, sujet aux blessures à répétition, comme on a parlé en début de cette Ouais. vidéo. Et puis, à la suite d'un changement radical dans mon hygiène de vie, hygiène alimentaire, etc., notamment avec la pratique de l'alimentation vivante et de la marche pieds nus, eh bien, ça m'a permis de régler mes problèmes de santé, de dépasser mes limites du moment, et puis de réaliser 3 premières mondiales. Et donc, comme j'ai 3 documentaires à proposer, bah, ça tourne dans l'année. En général, j'ai une projection par mois dans D'accord. différents points de la France avec projection de films, conférences, des fois atelier respiration, atelier cuisine, la cuisine végétale et crue. Et D'accord. donc tout ça, c'est accessible, les lieux des conférences, les dates, sur mon site internet floriangomet.com, ainsi que tout ce que je propose d'autre comme activité, donc les jeunes et trek, les consultations. Une de mes activités favorites, c'est d'écrire des articles. Donc sur mon site internet, il y a une trentaine d'articles qui présentent toute ma philosophie de vie, mon hygiène de vie, etc., pour toutes les personnes désireuses de comprendre ce concept d'alimentation vivante, ce concept d'hygiène de vie holistique,
Et puis je suis sur un projet de livre également pour la fin d'année, qui va résumer l'ensemble de cette vision que j'ai de l'hygiène de vie optimale pour l'être humain. Voilà. Bah, écoute, ça c'est de très beaux projets. Je sens la même énergie que moi avec l'idée que 2024 va être une super année. J'ai l'impression que tu vis ça toi aussi comme ça. Je rencontre pas mal de gens aussi qui ont ça dans la tête et qui se disent, euh, en tout cas avec les années qu'on a passées, je sais pas comment tu le ressens, mais moi, j'ai envie de vivre. J'ai l'impression d'avoir été bridé à un moment donné. J'ai appris peut-être de mes erreurs et j'ai envie de faire et de faire ce qui me plaît, de faire ce que j'ai à faire. Et donc, c'est pour ça que moi aussi, j'ai pas mal de projets pour les mois et années à venir. Et je suis certain que toute cette énergie, toute cette bonne énergie va amener de beaux événements. On va pouvoir aussi bien travailler comme ça à distance qu'en présentiel. Voilà, moi aussi, j'ai très, très envie de faire des choses en présence parce qu'on passe beaucoup de temps derrière nos téléphones, mais le vrai moment, le vrai partage, il est quand on se voit. Donc, hâte de pouvoir te rencontrer. Et puis, c'est vrai que tout ce que tu proposes de faire des choses tout au long de l'année, ça a du sens. Et donc, je vous invite vraiment à aller voir ce que fait Florian. Moi, je suis très content de passer du temps à pouvoir t'interroger, puis à écouter aussi ce que tu as à dire. J'ai pu voir pas mal de vidéos ou écouter certaines conférences, et c'est toujours très intéressant d'avoir ce discours du terrain, c'est-à-dire de l'expérience qui parle, tu vois. C'est pas comme on parlait de programme, il n'y a pas un programme qu'on a pu lire plusieurs livres et puis on fait un récapitulatif de tout ce qu'on a pu attraper à droite à gauche. Non, là, il y a vraiment une expérience qui parle et c'est ça que j'aime écouter, en tout cas chez les gens qui m'intéressent, parce que c'est vivant. Voilà, ton expérience, elle est vivante et ça me plaît, ça. Eh ben, merci pour tout ça. Et moi, j'ai cette approche aussi, c'est-à-dire que il y a plein de personnes qu'on peut lire ou écouter sur Internet. Et les personnes qui vont attirer mon attention, alors ça peut être pas forcément des personnes qui font des choses particulières. Ça peut être une personne qui a une énergie qui m'intrigue, une manière de parler qui m'intrigue, une sorte de magnétisme. Ou alors c'est quelqu'un qui fait des choses, je me dis, bon, bah là, il y a un truc à comprendre. Et donc ça, c'est voilà, parce qu'il y a quelque chose dans la matière, quelque chose de concret. Donc je me dis, cette personne-là, elle n'a pas forcément raison sur toute la ligne, mais elle a forcément quelque chose d'important que j'ai à comprendre et à expérimenter. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien être dans la matière, faire des choses, parce que sinon, bah, on peut aussi se perdre dans le mental et puis Ouais. s'égarer en chemin, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai erré quelque temps et maintenant je sais que je me suis trouvé et je réfléchis plus trop finalement. Je crois que ça aussi, ça a été une étape de ma vie d'arrêter de réfléchir aux choses et de faire finalement ce qui me semble venir initialement de ce qui vient. De ce qui vient. Alors, j'aime pas trop utiliser des mots pour pas dire ce qui vient du cœur, ce qui vient du mental, ce qui vient de ceci, de ça. J'aime bien juste dire, voilà, ça me vient et c'est comme ça. Et puis, ça me fait plaisir et puis tant mieux, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien la vision de Philippe Guillemant, le physicien, qui dit que la pensée juste, c'est l'équilibre entre le rationnel et l'émotionnel. On a un cerveau avec deux hémisphères. L'idée, c'est Ouais. pas d'en diaboliser un et puis de faire une hagiographie de l'autre. C'est de se dire, bah, ils sont deux, donc l'idée, c'est qu'il y ait une synergie entre les deux qui fonctionne, qui collaborent ensemble. Et c'est comme ça que j'essaye de fonctionner, penser moins, parce qu'en général, c'est pas difficile de penser, mais penser moins et agir plus de manière soit instinctive comme un animal, soit simplement avec le cœur, parce que c'est ça qui nous relie aux dimensions supérieures qui nous apportent la guidance. Voilà. Ouais, bah ouais. Bon, bah écoute, est-ce que tu avais une dernière question? Tout à l'heure, tu disais que tu avais peut-être des questions, ou est-ce que ça a été assez clair sur les explications que j'ai pu te donner par rapport aux ondes? La mise à la Terre, normalement, ça va? Bah non, écoute, on a fait le tour. Je suis ravi de cet échange et j'espère que ça aura donné envie à nos auditeurs de s'intéresser à ces pratiques très simples, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est pas efficace. Ça, c'est un truc que je Oui, voulais dire aussi. On a tendance à croire avec notre éducation que quand c'est compliqué, c'est forcément efficace. Et en fait, si on regarde dans la vie, bah, pour que la vie se manifeste,
Il faut simplement les éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu, des choses comme ça, et la vie se manifeste. Donc ce sont les éléments les plus simples qui sont les plus puissants. Voilà. Et donc on a tendance à croire que si c'est trop simple, bah, c'est que c'est pas efficace. Bah, moi, c'est pas mon opinion, et j'espère qu'on aura convaincu nos auditeurs que la mise à la terre, c'est non seulement très simple et c'est pas un investissement considérable, mais que c'est vraiment une hygiène de vie, comme le fait d'aller se laver, comme le fait de prendre soin de soi. C'est quelque chose de complètement naturel et qui devrait s'intégrer, voilà, comme une habitude dans nos vies, dans nos vies modernes. Sachant que j'incite vraiment à pratiquer le grounding dehors. Vraiment, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Moi, je vends du matériel, mais moi, personnellement, je fais tout pour au maximum me mettre moi-même à l'extérieur et de le pratiquer à l'extérieur, parce que c'est là où le corps se trouve dans son environnement dans lequel il doit se trouver. C'est comme une plante en pot qu'on relie à la terre, au téton de la prise de terre, ou avec un fil, mais elle reste en pot de toute façon. Donc voilà, C'est l'idée, ça. c'est quand même de toujours aller à l'extérieur, prendre l'air, prendre le soleil, se connecter à la terre. C'est vraiment très intéressant. Et puis, bah, comme on vit dans une société, on est à un moment donné où bah, le matériel, il a son utilité, eh bien, on peut s'en servir aussi. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Florian. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation, pour ta confiance, pour aussi le matériel que tu proposes et que je trouve génial. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, à bientôt. Au plaisir. Ciao. Ciao.